Bonjour à tous et bienvenue à ce 20e webinaire donc à propos de la planification anticipée des soins ou Advanced Care Planning, animé par le Dr Trent qui est oncologue à Licence. Je vous laisse écrire par la suite vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin de cette présentation. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire. L'idée, c'est de vous montrer un peu ce qui se fait. Je vais pas mal parler d'essais thérapeutiques et d'interventions d'Advanced Care Planning. J'espère que c'est pas trop orienté médical et que vous y trouverez ce qui vous intéresse. Et donc, j'ai une quarantaine de diapos, donc il y en a pour une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, et puis je répondrai à vos questions par la suite. Alors, OK, donc on va parler un peu de contexte dans lequel l'Advanced Care Planning s'inscrit. Ensuite, on va parler rapidement des définitions de l'Advanced Care Planning. Et puis, je vais vous montrer quelques exemples d'interventions de planification anticipée des soins qui sont soit faits à l'heure actuelle, soit testés dans des essais thérapeutiques pour vous montrer un peu ce qui se fait, ce qui a pu être démontré par rapport aux bénéfices et à l'organisation de ces planifications anticipées des soins. Donc, la première chose qui va sans doute vous paraître assez évident, mais je trouvais ça intéressant de vous le remontrer avec des données chiffrées, c'est que les limitations de soins sont courantes. Je vous montre là une publication de Van der Heijden, qui est une chercheuse néerlandaise, qui s'est intéressée au pourcentage de décisions de limitation de soins chez les patients décédés aux Pays-Bas. Et pour vous montrer qu'il y a une progression entre 90 et 2015 de la quantité de patients pour lesquels il y a eu une décision médicale qui a mené à la fin de vie du patient et au décès du patient. Alors bien sûr, comme c'est les Pays-Bas, il y a la notion de suicide assisté et d'euthanasie, mais on ne va pas parler de ça. C'est plutôt la notion de ce qui est sur la partie basse, là, donc le soulagement des symptômes qui est intensifié au risque que accélère le décès du patient ou ne pas entreprendre une thérapeutique qui pourrait prolonger la vie du patient de façon donc sciemment par le médecin. Et vous voyez qu'on était plutôt à 19%, 18% en 90 et qu'on est passé à 35% et 18% en 2015 avec donc la majorité des patients qui décèdent des suites d'une limitation de soins par le médecin. Une autre étude de la même chercheuse publiée dans le Lancet, cette fois sur plusieurs pays, avec toujours un peu la même logique d'essayer de récupérer les certificats de décès et aller interroger les médecins par la suite sur ce qui a été à l'origine du décès. On retrouve les notions d'euthanasie, de suicide assisté, mais qui ne nous intéressent pas ici. Mais pour vous montrer que, quels que soient les pays, il y a un pourcentage non négligeable de décisions de ne pas traiter le patient parce que ça semble futile, même si ça pourrait prolonger son existence, et de soulager les symptômes, même s'il y a un risque possible d'abréger l'existence de ce patient avec des pourcentages relativement identiques dans les différents pays concernés par cette étude. Et enfin, la même chose avec des données françaises de l'INED en 2010, donc ça date un petit peu, mais si on s'intéresse spécifiquement à la cancérologie et qu'on prend l'arrêt des traitements visant à prolonger la vie et l'abstention de mise en œuvre d'un traitement susceptible de prolonger la vie, on arrive à quasiment 70% des patients pour lesquels le médecin aurait pris une décision. En ayant conscience qu'elle était susceptible d'abréger la vie des patients. Donc les limitations de soins sont courantes, c'est probablement la situation la plus fréquente aujourd'hui, et ça correspond à ce qu'on vit et ce qu'on constate au quotidien dans les services de cancérologie. Ces patients décèdent le plus souvent d'une décision médicale par rapport à leurs soins qui va conduire à leur décès. Donc pour le dire autrement, la limite n'est plus technique, et donc, il y a une prise en compte de l'obstination déraisonnable. C'est des choses qui ont été prises en compte par l'appareil législatif avec les lois Leonetti et Claes-Leonetti en 2005 et 2016, mais aussi par des travaux, notamment, je pense à la réanimation, qui a très tôt considéré cette obstination déraisonnable et mis en place les limitations des thérapeutiques actives. Et pour vous parler un peu de contexte, l'une des questions que je trouvais intéressante, c'est peut-on mesurer cette obstination déraisonnable dans l'idée qu'ensuite, on va essayer de montrer si cette Advanced Care Planning et planification anticipée des soins peut diminuer cette obstination déraisonnable. Une façon de mesurer ceci, c'est cette notion d'agressivité des soins. C'est une notion qui est issue de la littérature américaine et qui part de l'envie au départ de trouver des indicateurs de qualité des soins en fin de vie à l'échelle du système de santé, donc de trouver des mesures accessibles et rapides qui peuvent se récupérer par des données de PMSI, tout en sachant et en acceptant qu'on va perdre la complexité et la singularité des situations et qui permettrait de donner un reflet de l'agressivité des soins. Les critères qui ont été retenus par cette équipe et par le médecin qui a théorisé cette notion d'agressivité des soins, qui est le docteur Earle, c'est les visites aux urgences dans le dernier mois de vie, le temps passé en hospice. Alors, ce n'est pas vraiment la même chose qu'une unité de soins palliatifs. Dans le système américain, les hospices sont des espèces d'EHPAD dédiés à la fin de vie, mais accessibles à des patients, y compris de moins de 65-70 ans. Qui n'est pas vraiment donc l'unité de soins palliatifs, qui est plutôt des soins aigus. Mais donc le nombre de temps passé dans ces établissements-là
la dernière administration de chimiothérapie dans les 14 derniers jours qui précèdent le décès, le passage en réanimation dans le dernier mois de vie et plus d'une hospitalisation dans le dernier mois de vie, on voit qu'entre 93 et 2000, donc des données assez anciennes, il y a plutôt une tendance à l'augmentation d'une bonne partie de ces critères, certains étant positifs comme le nombre de temps en hospice et d'autres étant plutôt négatifs comme les visites aux urgences et le recours à la réanimation. Bien sûr, on accepte un certain pourcentage de ces situations parce que pour prendre l'exemple de la réanimation, il y a là-dedans probablement sur un registre de population des patients jeunes qui sont allés en réanimation dans une situation où ça semblait légitime, qui sont décédés en réanimation et où il est difficile de juger de la pertinence de la réanimation sur une base de données. Et donc, on considère qu'il y a un certain pourcentage qui va être toléré, même s'il n'y a pas de cut-off fixe par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil à partir duquel on considère que tant et tant de pourcents de séjour en réanimation dans le dernier mois de vie est une agressivité des soins. C'est plutôt sur la comparaison des interventions et de ce changement de recours à la réanimation qu'on va pouvoir mesurer des choses. Une autre façon de vous montrer ça, c'est une étude française qui s'est intéressée à la quantité de chimiothérapie reçue dans les dernières semaines et les derniers mois de vie à partir de bases de données de PMSI. Et on voit globalement les principales différences sont liées au lieu de soins. Les gens dans les centres de lutte contre le cancer par rapport aux centres hospitaliers classiques, universitaires et de périphérie ont plus recours à la chimiothérapie dans les dernières semaines de vie. L'âge du patient, bien sûr, a une incidence. Plus le patient est jeune, plus le recours à la chimiothérapie dans les dernières semaines de vie est importante. Mais ceux-ci sont des données hospitalières qui ne prennent pas en compte les thérapies orales, donc ça a ses limites. Et bien sûr, on n'a pas de seuil, comme je vous le disais. C'est plutôt l'écart entre une intervention et une autre, ce que je vous montrerai un peu plus loin dans le topo. Qui va être intéressant à mesurer. Quelques grands messages par rapport à cette notion d'agressivité des soins et à la chimiothérapie notamment. Le bénéfice de la chimiothérapie palliative, il n'est plus à démontrer en première, deuxième ligne métastatique, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices en termes de qualité de vie, des bénéfices en termes de durée de vie pour les patients de la chimiothérapie palliative. Cependant, on a très peu de données chez les patients dont l'état général est altéré, c'est-à-dire ce qu'on considère un OMS supérieur ou égal à 2, ou chez les patients qui sont en ligne avancée de traitement en phase palliative avancée, ce qu'on pourrait appeler en phase palliative avancée. Ce qu'on sait, c'est que recevoir, en tout cas ce qui a pu être montré dans certaines études, c'est que recevoir une chimiothérapie dans les derniers mois de vie serait associé à des soins plus agressifs sur la dernière semaine de vie, avec notamment une quantité de décès en réanimation de passage d'urgence plus important. Et cette dernière question qui me semble intéressante à poser, c'est quand on évalue la situation par le biais d'un registre ou par le biais de données de PMSI, il est difficile de déterminer qu'est-ce qui était de l'obstination déraisonnable ou ce qui ne l'était pas. Et donc, cette notion d'agressivité des soins a quelque chose d'artificiel. D'autres éléments importants dont j'en détaillerai certains un peu plus loin, c'est que les discussions relatives à la fin de vie, donc ce qu'on pourrait appeler de l'advanced care planning, lorsque le patient le relate, dit avoir eu une discussion relative à la fin de vie avec son oncologue, ça a été associé dans une étude américaine à une diminution du taux de chimiothérapie dans les dernières semaines de vie, notamment l'étude de Patel que je vous montrerai tout à l'heure dans les interventions en advanced care planning. Le suivi par une équipe de soins palliatifs, bien sûr, diminue le recours à la chimiothérapie dans les dernières semaines de vie. Ces données de l'étude de Greer sont des données de l'étude de Temel pour les médecins à qui ça parlerait. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Il n'y a pas de conséquences de ces discussions relatives à la fin de vie ou de l'intervention d'une équipe de soins palliatifs sur l'anxiété des patients et sur les symptômes dépressifs. Ça, c'est retrouvé dans la plupart des études d'intervention en soins palliatifs, que ce soit juste de l'advanced care planning ou des sollicitations d'équipes mobiles de soins palliatifs. Il y a même plutôt une tendance à l'amélioration des symptômes dépressifs en fin de vie. Un autre point qui me semble important à préciser, c'est que ce n'est pas parce qu'on en parle que ça va venir plus vite. Autrement dit, avoir des discussions relatives à la fin de vie ou faire intervenir une équipe de soins palliatifs n'est pas associé à une durée de vie plus courte. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ces patients reçoivent moins de chimiothérapie parce qu'ils font des choix différents pour privilégier leur qualité de vie. Il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a un risque en termes de perte de durée de vie chez les patients qui choisiraient de faire intervenir une équipe de soins palliatifs. Globalement, il n'y a pas de différence de survie dans la plupart des études. L'étude que je vous cite là, c'est une méta-analyse, donc c'est agréger plusieurs études de soins palliatifs pour essayer de montrer s'il y a une différence ou pas. Il n'y a pas de différence en survie. Et enfin, la compréhension juste du pronostic par les patients est associée à des soins moins agressifs en fin de vie. Toujours cette notion d'agressivité qui est celle que je vous ai décrite. Ça, c'est deux diagrammes qui sont issus d'une étude, qui est cette étude de Temel, qui est une étude qui est assez connue dans le milieu des soins palliatifs. C'est donc cette étude américaine qui avait comparé chez des patients atteints de cancer du poumon avant l'immunothérapie, donc avec une espérance de vie estimée à peu près 1 an, des patients qui avaient une prise en charge palliative systématique dès le diagnostic métastatique versus des patients avec une prise en charge standard. Et cette étude avait fait beaucoup de bruit parce qu'elle montrait surtout une diminution de symptômes dépressifs, elle montrait l'amélioration de la qualité de vie, mais surtout un bénéfice de survie chez
chez les patients qui avaient recours aux soins palliatifs précoces. Ce bénéfice de survie n'a jamais été démontré par ailleurs, mais ça avait vraiment fait une bonne pub et de la promotion pour les équipes de soins palliatifs à l'époque. Et cette étude est une étude ancillaire, ce que je vous montrais, une étude ancillaire de l'étude de Temel, et qui montre que globalement, lorsqu'il y a l'intervention précoce d'une équipe de soins palliatifs, il y a moins de recours à la chimiothérapie dans le dernier mois, dans le dernier mois, dans les 2 derniers mois et dans les 15 derniers jours. La partie droite du diagramme, c'est les chimiothérapies orales qui, elles, par contre, ne sont pas impactées par l'intervention d'un service de soins palliatifs chez ces patients de manière précoce et systématique. Toujours issu de la même étude, un graphique que je trouve intéressant que je vais vous expliquer. Globalement, vous avez en haut 2 camemberts qui correspondent aux patients qui ont une prise en charge palliative précoce, c'est-à-dire que c'est des patients avec un cancer du poumon métastatique qui rencontrent de manière systématique l'équipe de soins PAL tous les mois. Et en dessous, vous avez les patients qui sont en prise en charge standard. Et ensuite, parmi ces patients, on distingue ceux qui sont à gauche, qui n'ont pas compris que leur maladie était incurable, c'est-à-dire quand on leur pose la question, ils ne sont pas capables de restituer que leur maladie est curative ou incurable, en l'occurrence incurable chez eux. Et par contre, à droite, vous avez les patients chez qui la compréhension du pronostic est adaptée à la réalité de leur maladie métastatique. Et vous voyez que lorsqu'ils sont suivis par une équipe de soins palliatifs dans la partie haute, le fait d'avoir une estimation juste du pronostic de ces patients entraîne une nette diminution du recours à la chimiothérapie intraveineuse, alors que pour les patients qui n'ont pas de suivi en soins palliatifs, il n'y a pas de différence qu'ils aient compris ou non le caractère curable ou non de leur pathologie. En l'occurrence, l'incurabilité ici. Une autre façon de vous montrer cette notion-là, c'est que ça peut paraître, on peut se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est fréquent que les patients qui sont atteints d'une maladie métastatique après plusieurs mois de suivi n'aient pas conscience que c'est une maladie incurable et qui donc l'objectif est simplement d'allonger la durée de vie et d'améliorer leur qualité de vie? Et bien, vous avez là une étude par un questionnaire auprès de patients atteints de cancer du poumon et du rectum, en tout cas colique, colorecto-métastatique, 4 mois après la première ligne de chimiothérapie. Et la question, c'était à quel point est-ce probable que vous soyez guéri de cette maladie? Et vous voyez qu'une bonne partie des patients vous répondent que c'est très probable, relativement probable, un peu probable. Et il y en a, la majorité des patients sont là. Et il y a quelques patients tout de même qui vont répondre qu'ils ont compris que cette maladie était incurable et que l'objectif de traitement était donc autre. Je voulais replacer un peu cette idée de parler avec les patients du caractère curable ou incurable parce qu'on peut trouver ça un peu intrusif. Bien sûr, il y a des patients où cette notion-là ne peut pas être discutée et qui vont fermer la porte à cette discussion. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous constate ça au quotidien, c'est-à-dire que les patients, certains, on peut discuter de cette notion de compréhension de la situation actuelle et d'autres patients ne sont pas en capacité de discuter de ça et de s'assurer de la compréhension adaptée des objectifs de soins n'est juste pas possible. Mais tout ça, ça s'inscrit dans une visée plutôt autonomiste de la société occidentale, c'est-à-dire avec une forte demande d'information des patients pour qu'ils aient la meilleure information possible pour pouvoir prendre des décisions qui les concernent. Et on voit que le premier plan cancer avec le dispositif d'annonce qui a été mis en place à l'initiative de la Ligue contre le cancer suite à des états généraux du cancer où les patients avaient fait remonter que la qualité de l'annonce était très mauvaise, ce qui a donné naissance au dispositif d'annonce dans le premier plan cancer. Ensuite, le droit des malades à refuser un traitement qui est finalement relativement récent et qui a été renforcé dans les lois Claes-Leonetti récemment, et toute la notion de la personne de confiance et des directives anticipées qui visent donc à une personne de pouvoir, avec les informations qu'il a reçues par rapport à sa maladie, se prononcer sur ce qu'il souhaiterait ou non. Donc, en synthèse, cette première partie, une meilleure information des patients afin qu'ils puissent mieux décider pour eux-mêmes, mais les préférences de communication et de décision variables. Chacun va vouloir s'investir plus ou moins dans la discussion avec le médecin. Il y a des études qui montrent notamment que les patients n'ont pas le même souhait par rapport aux modalités de prise de décision. Certains vont vouloir prendre la décision avec l'oncologue, d'autres vont vouloir avoir toutes les informations pour pouvoir décider entre différentes options, et d'autres patients vont au contraire s'en remettre aux mains du médecin et ne veulent pas trop savoir. C'est des choses, je pense, qui vous parlent sur votre pratique quotidienne, mais chacun est différent et il faut s'adapter à ses préférences de communication et de décision variables. La plupart de ces patients, comme je vous l'ai montré au départ, feront l'objet d'une décision médicale relative à leur fin de vie, qu'ils soient ou non capables de s'exprimer et qu'ils aient ou non exprimé quelque chose en anticipation. Je vous rappelle que le taux de directive anticipée en France est inférieur à 20% à l'heure actuelle. Je vous montrerai un sondage relativement récent par rapport à ça. Et on a des raisons de penser que l'amélioration des discussions relatives aux objectifs de soins et à la fin de vie pourrait permettre d'améliorer la qualité de la fin de vie par le biais de l'amélioration des critères d'agressivité des soins pour avoir une fin de vie qui soit adaptée aux objectifs de chaque patient. Toute la difficulté de la Downscare Planning, c'est de standardiser une prise en charge
pour s'adapter à des situations singulières. Donc, on va reprendre ensemble la définition de l'Advanced Care Planning. Ce que je vous montre là, c'est une définition en anglais, mais que je vais vous traduire, qui est issue de ce qu'on appelle une méthode Delphi, c'est-à-dire une méthode Delphi, c'est on prend plusieurs experts sur la question et on leur demande à chacun ce qui est pour eux l'Advanced Care Planning. On fait une première définition, un premier tour de table, et ensuite on leur représente la définition qu'on a choisie. On fait un deuxième tour de table, puis un troisième tour de table pour apporter des petites modifications jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus. Et donc, le consensus par rapport à cette définition de l'Advanced Care Planning, de la planification anticipée des soins, est le suivant. Donc, la planification anticipée des soins permet aux individus qui ont une capacité à décider d'identifier leurs valeurs et de réfléchir sur le sens et la signification de ce qu'ils sont en train de vivre avec leur maladie grave et aussi les conséquences de cette maladie grave pour définir des objectifs et des préférences pour les futurs traitements qu'ils recevront et le soin qu'ils vont recevoir à l'avenir. Il s'agit aussi de discuter avec la famille de ces patients et avec leurs soignants. La planification anticipée des soins s'intéresse à ce qui préoccupe les patients, à la fois dans la dimension physique, psychologique, sociale et spirituelle. Ça, c'est assez standard dans les prises en charge palliatives. Je pense que ça vous parle. Et l'objectif, c'est d'encourager les individus à identifier quelqu'un qui va les représenter, donc une personne de confiance, si on prend le terme consacré dans la langue française, pour enregistrer et revoir avec eux leurs préférences, pour que leurs préférences puissent être prises en compte le jour où ils ne seraient pas en capacité de prendre leurs décisions. Et donc, on voit bien que tel que c'est décrit là, c'est un processus qui est continu et que les directives anticipées, par exemple, de la personne de confiance, ne sont qu'une partie de cette planification anticipée des soins. Un autre terme que vous pouvez trouver dans la littérature, si le sujet vous intéresse, c'est planification anticipée du projet de soins ou planification anticipée du projet thérapeutique. Il y a un peu de littérature, notamment en Suisse, en termes de littérature francophone, mais l'essentiel de la littérature est plutôt anglo-saxonne, avec le terme d'Advanced Care Planning. Là, je me concentre vraiment sur la cancérologie, et notamment la définition que je vous ai mise là en italique, qui est celle de la Société européenne de cancérologie. Mais il y a bien sûr aussi des éléments là-dessus sur la gériatrie notamment, ou la BPCO, où ces questions sont discutées également. Donc, il s'agit d'un processus continu, comme je vous le disais, un dialogue entre les patients et les soignants. L'Advanced Care Planning en soi n'a pas de fondement juridique, mais fait partie de la pratique médicale et notamment de la pratique des équipes de soins palliatifs. On va en parler. Ce qui est inscrit dans la loi, c'est plutôt des choses comme la personne de confiance et les directives anticipées. Un des points qui me semble important, c'est partir à partir des valeurs personnelles de patients, ce qui est important pour eux, ce qui a du sens pour eux, et de remettre ça au centre des décisions thérapeutiques. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire dans la prise en charge médicale très technique à l'heure actuelle, et de repartir là-dessus. Je trouve ça très intéressant pour redonner du sens à ce qui se passe chez les patients en situation palliative. Et l'idée, c'est de pouvoir guider l'ensemble des décisions de soins du patient, autant de décisions simples d'initier un traitement, on va dire courant, de décisions plus importantes qui peuvent avoir une conséquence, notamment sur prolonger la vie du patient ou favoriser la qualité de vie, par exemple. Cette planification anticipée des soins fait partie des compétences des équipes de soins palliatifs. Pour vous illustrer ça, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, dans l'étude de Temel dont je vous parlais avant, c'était une des questions qui était régulièrement posées dans leur déroulé de consultation un peu standard, c'est-à-dire s'intéresser aux objectifs de soins. Qu'est-ce que vous avez compris de votre situation actuelle et de votre maladie à l'heure actuelle? Quelles sont les valeurs importantes pour vous et quels sont les objectifs de ce traitement selon vous? Et ils essayaient d'aider les patients à décider ce qui semblait le plus en accord avec leurs valeurs et avec ce qu'ils souhaitaient. Et à droite, vous avez une proposition d'organisation des soins palliatifs en soins palliatifs primaires qui serait fait par tous les médecins de chaque spécialité et les soins palliatifs spécialistes. Ça, c'est encore une fois une publication américaine, mais ça correspond un peu à l'organisation des soins palliatifs en France avec les USP et les EMSP qui sont des équipes expertes, mais la plupart des services sont censés avoir, par le biais du LISP ou dans leur pratique courante, une démarche palliative. Et dans cette démarche palliative, les discussions avec les patients de leur pronostic, des objectifs de leur traitement, me paraît faire partie de leur travail quotidien. Il est mentionné le code status. Code status, c'est les décisions de réanimation ou non. On va en parler un petit peu plus loin, c'est des choses qui existent en termes de niveau de soins dans les services de cancérologie à Strasbourg. On peut se poser la question, après avoir vu les définitions, de quelle est la fréquence de cette planification anticipée des soins. Et bien, en fait, on n'a pas beaucoup de données par rapport à ça. Ce qu'on peut mesurer facilement, c'est le taux de rédaction de directives anticipées. Globalement, il est faible. Sur un sondage de 2021 commandé par le Centre national pour les soins palliatifs et la fin de vie, sur 900 Français de plus de 50 ans, seulement 18% d'entre eux avaient rédigé de directives anticipées et 54% ne souhaitent pas en rédiger.
Donc, la majorité ne souhaite pas rédiger directive anticipée. Les données anglo-saxonnes montrent qu'on est autour de 30% de ce qu'ils appellent le Living Will ou l'Advanced Directives, donc pareil, directive anticipée. Donc, clairement, la majorité des gens n'en ont pas rempli. Je n'ai pas trouvé de données françaises sur les discussions relatives à la fin de vie ou la planification anticipée des soins, mais je vous montre 2 études anglo-saxonnes qui peuvent nous aider à approcher un peu la fréquence ou une façon de mesurer ces planifications anticipées des soins, donc ces discussions informelles plutôt orales. Une première étude qui est une étude de cohorte, c'est-à-dire on prend des patients et on les suit à partir d'un temps T. Et sur ces plus de 1200 patients atteints de cancer du côlon et du poumon métastatique qui ont vécu entre 1 et 15 mois, ils avaient des interviews régulières avec des chercheurs et on a récupéré les éléments du dossier médical et on cherchait à pister les questions relatives à la fin de vie. Est-ce qu'ils ont discuté des soins palliatifs, du lieu de fin de vie, d'un éventuel ordre de non-réanimation? Et globalement, si on considère à la fois le dossier médical et ce que rapportaient les patients et leurs aidants, on est à quasiment 90% de discussions relatives à la fin de vie, à un moment ou à un autre de leur parcours, le plus souvent dans le dernier mois de vie, et seulement 71% si on se base uniquement du point de vue du patient ou de leur aidant. Le plus souvent, c'est dans le dernier mois de vie, lors d'une hospitalisation par l'oncologue. Les discussions précoces dans cette étude, donc avant le dernier mois de vie, étaient associées à une diminution de l'agressivité des soins en fin de vie, donc les mêmes critères que je vous ai montrés tout à l'heure, les recours à la réanimation, au service d'urgence notamment. Une autre étude, toujours une étude de cohorte aux États-Unis chez des patients atteints de cancer métastatique. On posait la question à ces patients sur ce qu'ils souhaitaient savoir et ceux qui souhaitaient avoir des informations sur leur espérance de vie. C'était vraiment ce terme-là qui était utilisé. Je pense que là, il y a une différence entre le contexte anglo-saxon et notre contexte à nous, où ces questions de durée chiffrée sont relativement fréquemment demandées par les patients, mais au final, on reste assez évasif et je trouve que c'est quelque chose qui, dans les premières consultations, est quand même relativement rarement demandé. C'est plutôt le terme d'incurabilité ou non, mais c'est peut-être un peu différent dans ce contexte et on voit que 70% des patients, donc un peu plus de 2/3, souhaitaient avoir des informations sur leur pronostic et nommément leur espérance de vie, et seulement 17% ont rapporté avoir abordé cette question d'estimation de pronostic avec l'oncologue. Donc c'est très variable, on voit qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un très bon taux de discussion relative à la fin de vie, mais surtout très proche de la fin de vie, et que finalement, ce n'est pas vraiment anticipé justement. Et quand on prend des patients plutôt au début de leur cancer métastatique et qu'on leur demande s'ils souhaitent avoir des infos sur le pronostic versus ce qu'ils ont reçu, là, c'est moins important. Donc, une réalité difficile à mesurer. Une autre façon de mesurer, ça serait peut-être de faire des interventions de planification anticipée des soins et de voir ce qui se passe. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Donc, on va passer un peu en revue tout ce qui existe comme planification anticipée des soins avec une définition relativement vaste et on pourra en discuter par la suite. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on utilise déjà en termes de planification anticipée des soins. Il y a bien sûr les directives anticipées qui ne sont pas très utilisées, mais qui le sont de plus en plus parce qu'il y a une volonté par le biais de l'HAS et notamment lors des certifications de mettre l'accent sur la personne de confiance, sur la directive anticipée. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout patient qui arrive à l'hôpital a une feuille de personne de confiance. Est-ce que les gens comprennent vraiment ce que ça signifie et combien de fois ça nous a été utile? C'est une question qui me semble intéressante à poser. Peut-être que vous pouvez réfléchir vous-même combien de fois une directive anticipée dans votre pratique a été vraiment utile sur la décision d'un patient. En cancérologie, c'est un outil qu'on utilise relativement peu. Je vous montrerai après une étude sur ce que contiennent ces directives anticipées et pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas toujours opérantes pour nous. Donc non seulement elles ne sont pas souvent remplies, mais en plus, les situations où elles sont utiles pour le médecin sont relativement rares, en tout cas en cancérologie. Et je pense que la volonté promue de les utiliser largement n'est pas tout à fait adaptée à ce qu'on cherche à faire. Les niveaux de soins. Les niveaux de soins, c'est ce que vous voyez parfois dans les services de cancérologie pour ceux qui font l'intra-hospitalier, c'est-à-dire de dire si le patient va aller en réanimation ou pas. Ou alors, il y a différents niveaux. Je prends des exemples à l'ICANS où on essaie de statuer, lorsque les patients sont hospitalisés, s'il faut solliciter la réanimation ou pas, si jamais il faut une complication qui le nécessiterait. D'autres services, je pense au service de pneumologie de l'hôpital civil, qui a des niveaux de soins de 1 à 4, avec notamment le degré d'intervention par rapport à ce niveau de soins. Moi, ce qui me chatouille là-dedans, qui me pose problème, c'est que je pense que le patient n'est, dans une partie des cas, pas informé de ce niveau de soins, et surtout la participation à la discussion par rapport à ce niveau de soins est, à mon sens, très faible. Là, il y a aussi sans doute une petite barrière culturelle. Je vous montrerai des verbatims tout à l'heure d'une étude américaine où ils discutent clairement de ça, de savoir par rapport à la réanimation. Je pense que nous, on est un peu moins à l'aise avec ça, avec le fait de discuter d'un patient sur qu'est-ce qu'on fait si vous faites un problème aigu, une embolie pulmonaire, un arrêt cardiaque. C'est pas évident. Je pense que c'est des choses qui s'apprennent et qui se travaillent, mais peut-être que comme dans plein d'autres situations en soins palliatifs, ça fait plus peur aux médecins qu'aux patients. Et à l'étranger, il y a d'autres dispositifs. Le contexte américain fait qu'il y a beaucoup d'ordres de non-réanimation qui ont une nécessité médico-légale et pour lesquels nous, on est relativement épargnés.
D'autres exemples dans la littérature, ça c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place, qui s'appelle une question prompt list, donc en fait une liste de questions qu'on peut remettre aux patients dans la salle d'attente pour essayer de les inciter à poser plus de questions à leur oncologue. Là, les études que je vous cite montrent que globalement les consultations sont plus longues et les patients abordent effectivement plus de sujets et la satisfaction à la fois du patient et de l'oncologue est plus importante. C'est des questions assez simples et le patient choisit celle qu'il veut poser. Je vous les traduis. Avec qui est-ce que je peux parler des soins que je vais recevoir dans le futur quand je serai plus capable de m'exprimer? Comment est-ce que je peux faire face lorsque ma maladie sera plus grave et que j'aurai du mal à m'occuper de moi-même? Qu'est-ce que je peux espérer pour les derniers jours de ma vie? Qu'est-ce qui se passe si jamais je sombre dans un coma? Est-ce que c'est possible pour moi de décéder à la maison plutôt qu'à l'hôpital? Des choses assez simples, des questions qu'en consultation de cancérologie, pour certains, on en beaucoup, on entend quand même souvent, des questions par rapport à ce qui va se passer lors des derniers jours de vie, est-ce que je pourrais décéder à la maison ou pas, et des choses parfois un peu plus rares. Une chose qu'on entend souvent aussi, c'est est-ce que vous me direz quand est-ce que je suis proche de ma fin de vie? Les patients ont souvent cette crainte-là et ça permet de mettre un mot dessus et pour certains patients, peut-être d'avoir l'idée de poser ces questions. Ce qui a été mesuré dans la plupart des études sur les QPL, c'est plutôt l'impact sur la consultation et sur ce qui est discuté en consultation. Le lien entre ce type de dispositif et une réelle diminution de l'agressivité des soins sur le long terme n'a pas été formellement démontré. Une autre chose qui peut être utilisée, c'est ce qu'on appelle les Go Wish Cards, qui est un espèce de jeu de cartes que vous avez peut-être déjà vu pour certains d'entre vous et qui permet de discuter avec les patients de ce qui est le plus important pour vous et de ce qu'ils souhaitent. Donc là, je vous ai mis un exemple des différentes cartes Go Wish Cards et le patient, en fait, on va lui remettre le jeu et il va devoir choisir une dizaine de cartes qui ont du sens pour lui et puis ensuite faire un deuxième choix pour essayer de les classer et en en exergue ou mettre en avant les 3 ou les 5 plus importantes pour lui. Il y a des choses très variables, avoir préparé mes obsèques, avoir ma famille avec moi, être traité comme je le souhaite, ne pas mourir seul, être gardé propre, enfin, des choses qui peuvent parler plus ou moins à des personnes. La durée moyenne dans une des études est d'environ 20 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 45 minutes et effectivement, ça prend un peu de temps, qui plus est chez les patients qui peuvent être un peu fatigués et ralentis. Il y a, à ma connaissance, pas de validation formelle en français des différentes propositions qui sont celles du jeu de cartes au départ, même si c'est au départ une initiative américaine. Et ça peut aussi être utilisé à des fins éducatives, et on retrouve des publications dans la littérature où, dans le cadre d'un module de formation en soins palliatifs, des étudiants étaient amenés à se saisir de ce jeu-là pour se rendre compte que leurs préférences n'étaient pas du tout les mêmes des uns et des autres, et que donc chacun est différent, et que ce qu'on va valoriser en fin de vie appartient à chacun. Par rapport aux directives anticipées dont on a un peu parlé avant, donc le remplissage de ces directives est rare et à mon sens, elles sont rarement utiles. Et cette étude qui avait été faite en hématologie dans le service professeur Morel s'intéressait au contenu des directives anticipées. Donc c'est une étude qualitative d'analyse du contenu de ces directives anticipées. Et globalement, il retenait 3 grands thèmes par rapport à ce qui était écrit dans ces directives anticipées. D'une part, des reprises de la loi sans personnalisation, le grand classique du « je refuse tout acharnement thérapeutique », sans forcément avoir conscience que cet acharnement thérapeutique n'est pas le même pour vous, pour moi, pour un autre patient, et que finalement, écrit de telle manière, c'est quelque chose qui n'est pas opérant. Il y avait des indications précises relatives à des techniques au lieu de soins. Je refuse toute tentative de réanimation, je souhaiterais mourir à la maison. Des choses qui peuvent être plus intéressantes pour nous, mais qui parfois peuvent être un peu trop techniques et pas forcément adaptées à la situation. Et donc, il y a la difficulté à trouver une phrase qui soit pertinente pour le médecin lorsque le patient ne sera plus en capacité d'exprimer ses volontés, ou alors des messages personnels, des transmissions d'informations par rapport à sa famille. Par exemple, cette patiente qui écrivait « En cas de dégradation des facultés, je fais confiance à ma femme et à l'un ou l'autre de mes enfants pour rester dans l'esprit ci-dessus par rapport à ce qu'elle avait écrit ». Avec parfois des messages même encore plus personnels, ce qui traduit de la volonté aussi d'exprimer quelque chose par rapport à ces directives anticipées qui n'est pas juste pragmatique, mais qui peut être de transmettre quelque chose à ses proches. Ce qu'on entend parfois aussi, c'est la volonté d'épargner parfois ses proches de prendre des décisions difficiles et que cet outil des directives anticipées puisse, lorsqu'on souhaite ménager un peu le conjoint ou le principal aidant, être une façon d'exprimer des choses qu'on a du mal à exprimer auprès de quelqu'un de vive voix. Ces directives anticipées, pour reprendre les modèles de l'HAS que vous avez peut-être déjà vus, je trouve que ces modèles sont difficiles à remplir et personnellement, ça ne me parle pas beaucoup. Et en fait, il existe aux États-Unis une faculté, une université de médecine, qui est l'université de Stanford, qui a mis en évidence ce qu'ils appellent le Letter Project, qui est donc une lettre que vous pouvez écrire à votre oncologue. C'est en anglais. C'est un petit programme informatique que vous pouvez aller regarder sur le site internet que je vous ai mis en bas. Et en fait, vous êtes capable de remplir avec les différentes questions ces cases et ça vous donne une lettre, vraiment comme si vous vous adressiez à votre médecin.
une lettre comme si vous adressiez à votre médecin avec des informations qui, je trouve, sont plus opérantes et plus pertinentes. Par exemple, qu'est-ce qui est important dans votre vie dans les temps à venir? Un anniversaire, un mariage, le diplôme de votre petit-fils. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est être à la maison, faire du jardinage, aller à l'église, jouer avec mes petits-enfants? Comment est-ce que vous gérez les décisions difficiles dans votre famille? Vous en parlez librement, au contraire, vous en parlez pas beaucoup, vous souhaitez tenir vos proches dans le secret, etc. Comment les décisions médicales sont prises dans votre famille? Et je trouve que ces questions-là renseignent quand même plus sur la personne que des choses comme ne pas vouloir d'acharnement thérapeutique ou des choses techniques de je ne veux pas de réanimation ou je ne veux pas de dialyse. Et je vous laisserai regarder un peu une autre façon de le montrer. Là, c'est une autre directive anticipée aussi de l'Université de Stanford avec voilà, les choses importantes pour votre vie, vos hobbies, votre animal, votre travail, etc. Comment vous préférez prendre des décisions médicales, c'est ce que je vous disais avant. Je préfère que les autres personnes prennent des décisions pour moi parce que je leur fais confiance ou au contraire, je veux vraiment être sollicité à chaque fois. Et quelque chose qu'on utilise parfois aussi dans les consultations de soins palliatifs et de soins de support, ça vous parlera peut-être, c'est d'essayer de déterminer avec le patient si leur principal objectif est de vivre le plus longtemps possible, quel qu'en soit le coût, y compris potentiellement de soins invasifs ou qui peuvent être source d'inconfort ou de douleur, ou à l'inverse, s'ils préfèrent se concentrer sur la qualité et le sens du temps qui reste, même si ça veut dire peut-être que ce temps soit plus court, même si je vous rappelle que toutes les études d'intervention en soins palliatifs montrent qu'il n'y a pas de différence de survie sur l'échelle des populations dans les essais thérapeutiques. Je vous invite à aller regarder là-dessus pour ceux qui sont anglophones, parce que je trouve ça vraiment intéressant et beaucoup plus opérant que les directives anticipées telles qu'elles sont proposées. Et ce modèle-là, c'est celui qui a été choisi par l'IGR à Paris et qu'on a repris à l'ICANS dans le fascicule de directives anticipées. Une autre étude que je trouve intéressante à vous montrer, où je vais passer un peu plus de temps, c'est pour vous montrer quel genre d'intervention on peut faire de planification anticipée des soins. Donc, c'est une étude monocentrique aux États-Unis qui s'est intéressée à des patients atteints de tumeurs inopérables ou métastatiques. Et chez ces patients, donc c'était 213 patients qui ont été inclus. Il y en a une partie qui ont été aléatoirement traités de manière standard, c'est-à-dire qu'ils étaient suivis par l'oncologue, avaient accès à l'assistante sociale, au kinésithérapeute lorsque c'était nécessaire. Ils pouvaient rencontrer l'équipe de soins PAL si c'était demandé. Et pour les autres patients, ils avaient 2 fois par mois un coup de fil de 15 minutes avec une personne qui n'était pas du tout médecin, qui était un étudiant en M2 d'art appliqué, qui a été formé par l'équipe de soins palliatifs pour rencontrer les gens une première fois dans le cadre de l'étude de visu et ensuite les appeler tous les 15 jours pendant 6 mois pour discuter de ce qui était important pour eux, de leurs valeurs, de comment se passait leur pathologie et essayer vraiment de faire de l'advanced care planning. Donc, comme je vous l'ai montré avant, discuter des objectifs de soins, de la compréhension de la maladie, de ce qui était important pour eux. Et tout ça par téléphone, pendant 6 mois. Et l'objectif, c'était de montrer à la fin de ces 6 mois pour ces patients quelles avaient été les conséquences en termes d'agressivité des soins avec les critères que je vous ai montrés, mais aussi en termes de remplissage de directives anticipées, par exemple. Vous avez là-haut donc l'utilisation des ressources dans les 30 jours qui précèdent le décès pour les patients qui sont décédés dans la période d'étude, ce qui ne correspond pas à la majorité des patients. Et c'est pour ça que vous avez des chiffres relativement faibles là. Et la différence de recours à des services d'urgence est très importante puisque vous avez 45% de patients qui ont eu une visite dans le dernier mois aux urgences versus 5% dans le bras intervention, ce qui est nettement significatif. Et pareil pour les hospitalisations. On voit aussi que le recours aux hospices, donc qui sont ces services de soins palliatifs qui sont des lieux de vie et pas des unités aiguës, un recours plus important. Toutes ces valeurs-là sont statistiquement significatives pour ceux d'entre vous à qui cette notion parle. Et bien sûr, le taux de remplissage des directives anticipées est beaucoup plus important dans le bras à intervention, c'est-à-dire dans le bras où il y a cette personne qui n'est pas un médecin, qui est juste formée pendant quelques semaines par l'équipe de soins palliatifs et qui n'a pas de lien avec l'oncologie. C'est une étude monocentrique, mais c'est relativement intéressant à mettre en avant. Il y a d'autres éléments que je ne vous ai pas montrés, mais globalement, le taux de chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie est le même chez ces patients dans les différents groupes durant les 6 mois de l'étude. La survie est identique dans les différents groupes et le recours aux soins palliatifs est identique dans les différents groupes. Donc, vous voyez qu'indépendamment du recours à des équipes de soins PAL, juste une intervention de planification anticipée des soins peut avoir un bénéfice en termes de ressources médicales utilisées et de documentation de directives anticipées. Sur l'étude globale, il n'y a pas de différence de coût entre les prises en charge de groupe intervention et groupe contrôle, mais sur les derniers mois de vie, alors je ne sais plus maintenant si c'est le dernier mois ou le dernier 6 mois, il y a une différence de coût important parce qu'en fait, ces patients utilisent moins les services d'urgence, utilisent moins les services d'hospitalisation et vont plus facilement dans les services de soins palliatifs comme lieu de vie, et donc c'est des coûts beaucoup moins élevés. Je vous rappelle que les taux, les dépenses de santé des patients atteints de cancer sont les plus importants dans les 6 derniers mois de leur vie. Donc, ça a du sens d'optimiser cette prise en charge en fin de vie aussi d'un point de vue coût-efficacité.
Je vous montrerai après un autre exemple d'intervention. Une autre chose qu'on peut faire, c'est de la formation à la discussion des directives anticipées ou à la discussion de l'Advanced Care Planning, notamment par le biais de la simulation. C'est quelque chose qui se fait à la faculté de médecine de Strasbourg avec les étudiants et on fait de la formation, en tout cas l'annonce diagnostique avec les internes de phase socle et de phase d'approfondissement pour essayer de discuter avec eux et d'essayer de faire des séances de simulation pour trouver ensemble des manières de s'améliorer dans la dimension relationnelle de notre travail. Et dans le cadre d'une formation aux directives anticipées, on a proposé des choses similaires aux infirmières et aides-soignantes lorsqu'elles discutent les directives anticipées avec les patients. Donc la simulation me paraît un bon outil pour s'entraîner à cette notion de discussion de la planification anticipée des soins. Et une autre étude intéressante, toujours aux États-Unis, qui s'est cette fois-ci intéressée à mettre en place une intervention de planification anticipée des soins, mais en essayant de travailler sur toutes les barrières qui existent. Donc les barrières qui existent, c'est par exemple, les médecins ne sont pas entraînés, donc ils vont avoir un training de 2h30, chaque oncologue, sur la discussion de ce qu'ils appellent le Serious Illness Communication, une discussion de maladies graves, relatives à la maladie grave. Comme l'identification des patients, ce n'est pas évident et qu'on n'est pas bon pour estimer le pronostic de nos patients, ils ont utilisé ce qui s'appelle la question surprise. Pour certains d'entre vous, ça vous parlera sans doute, c'est cette idée que lorsqu'on demande à un oncologue, est-ce que vous seriez surpris si votre patient décède dans l'année? Si l'oncologue vous répond non, c'est significativement associé à un risque de décès dans l'année beaucoup plus important. Et donc, c'est un critère qui a souvent été décrit comme pouvant être une façon d'identifier des patients qui ont besoin de discuter de ces choses-là ou alors de faire intervenir une équipe de soins palliatifs. Et donc là, ils ont utilisé leur système informatique pour qu'il y ait cette question surprise qui s'affiche de manière aléatoire lors des consultations des oncologues par rapport à leurs patients pour essayer de déclencher des discussions relatives à la fin de vie et des discussions anticipées, de la planification anticipée des soins. Il y avait aussi tout un guide écrit de conversation et des questions que vous pourriez poser. Je vais vous montrer un peu plus dans les questions que vous pourriez poser à votre patient pour essayer d'améliorer un petit peu la compréhension et d'être dans la planification anticipée des soins, discuter du pronostic, parler des préférences du patient, des valeurs qui sont importantes pour lui. Et ensuite faire des recommandations de traitement à partir de ces valeurs-là. Et donc, il y a vraiment différentes variables sur lesquelles ils ont essayé d'agir pour optimiser la planification anticipée des soins. Là, je vous montre par exemple des résultats de cette étude qui est encore une fois une étude monocentrique, donc vraiment juste dans un centre aux États-Unis, qui est menée par un laboratoire qui s'appelle Ariadne Labs, qui a été fondé par un médecin américain qui a écrit quelques bouquins qui s'appellent Atul Gawande, qui sont des bouquins intéressants, notamment un sur la fin de vie. Et ils s'intéressent à des changements un peu systémiques de système de santé. Et ça fait partie d'une de leurs marottes, la planification anticipée des soins. Et donc, dans le bras intervention, on voit qu'on est quasiment à 91% de documentation des discussions relatives au pronostic ou à la compréhension des maladies. Et on voit un peu la manière dont c'est écrit par les oncologues, et je trouve ça intéressant. Par exemple, si je prends le deuxième verbatim de la partie haute, là, nous avons une discussion franche à propos du pronostic. Son état général actuel s'est nettement dégradé ces dernières semaines. Et nous avons discuté que si son état général s'aggrave encore, elle ne serait plus en état de recevoir une chimiothérapie. Elle et son mari ont compris que la poursuite de la chimiothérapie sera sans doute plus délétère que bénéfique. Et nous avons aussi discuté que si cette maladie devait continuer à progresser, son espérance de vie pourrait plutôt être de l'ordre de quelques mois. Et je trouve ça intéressant parce qu'à mon avis, ça reflète ce qu'on peut se dire en consultation entre un patient et un oncologue, mais de le voir écrit, j'imagine, pour un urgentiste ou autre dans un dossier médical de consultation, je trouve que ça, c'est plus utile, par exemple, s'il faut discuter d'une prise en charge plus ou moins intensive pour décider que des niveaux de soins, par exemple, de savoir si la patiente est réanimatoire ou pas réanimatoire. Et dans la partie basse, c'est ce que je vous disais avant sur le statut réanimatoire ou pas. Si je prends la deuxième verbatim, c'est nous avons aussi discuté donc, de ce qu'elle doit aller en réanimation ou pas et des mesures que la patiente voudrait que l'on lui prodigue ou pas en cas de défaillance cardiaque ou de défaillance pulmonaire grave. La patiente a clairement dit aujourd'hui qu'elle ne souhaitait pas être intubée, qu'elle ne souhaitait pas être réanimée si jamais son cœur ou ses poumons devaient défaillir. Et pour celle de dessus, la patiente a clairement dit qu'elle ne voulait faire rien d'héroïque. J'ai senti qu'il était dans son intérêt et c'est aussi ma recommandation basée sur le fait qu'elle ne serait pas capable, au vu de sa fatigue actuelle, d'être sevrée d'une machine, d'un ventilateur artificiel, donc d'une machine pour respirer artificiellement.
Ça, c'est des verbatims issus de dossiers médicaux des patients. Là, vous avez une capture d'écran du logiciel médical, donc ce qu'ils appellent le Electronic Medical Record, du centre hospitalier dans lequel cette étude a été réalisée. Vous voyez que dans les différentes choses d'Advanced Care Planning, vous avez un peu le proxy. Le proxy, c'est la personne de confiance. En dessous, vous avez Living Will, c'est à peu près les directives anticipées. MOLST, c'est des décisions ou non de réanimation ou de réanimation en cas d'arrêt cardiaque. Et les détails sur les soins de confort que le patient souhaiterait avoir. Et en dessous, vous avez quelques questions qu'on peut poser au patient, par exemple. Quelles sont vos plus grandes craintes par rapport à votre futur santé, si jamais votre état de santé devrait s'aggraver, qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont les objectifs importants pour vous. Et ça permet d'avoir des rappels facilement accessibles pour les oncologues dans leur consultation. Je trouve que c'est intéressant d'associer de la formation à ces éléments-là pour essayer d'optimiser. Encore une fois, comme je vous le montrais, on essaie de montrer dans cette étude qu'il y a un bénéfice sur la documentation des préférences et la documentation de ce que les patients souhaitent. Et on ne s'intéresse pas, là, dans ces études, à des conséquences sur l'agressivité des soins ou pas, dans celle-ci en tout cas. Et c'est un peu la critique de l'Advanced Care Planning qui est faite. Je vous ai parlé d'un éditorial assez véhément dans le Journal of Palliative Medicine qui finalement constate qu'il y a plus de 300 millions de dollars qui ont été dépensés en recherche aux États-Unis sur cette notion de planification anticipée des soins, cancérologie et hors cancérologie, et que finalement leur taux de remplissage de directives anticipées est toujours relativement faible, autour de 30%. La question qui est souvent discutée, c'est quel est le lien entre les directives anticipées ou la planification anticipée des soins et les outcomes pertinents, c'est-à-dire des choses qui sont pertinentes pour les patients. Est-ce qu'effectivement, ces gens-là ont une qualité de vie en fin de vie qui est meilleure? Est-ce que vraiment les soins qu'ils reçoivent sont les soins qu'ils auraient souhaité recevoir? Comment mesurer ça? Et la plupart des études qu'on a sont des études plutôt monocentriques ou des études dont le niveau de preuve n'est pas forcément très élevé. Et c'est quelque chose qui leur est reproché. Comment est-ce qu'on peut vraiment mesurer ce bénéfice de la planification anticipée des soins? Certains argumentent que c'est naturellement et évidemment bénéfique pour les patients. D'autres, au contraire, disent que si ce n'est pas formellement démontré, on ne peut pas être sûr que ce n'est pas juste du temps passé à discuter et que finalement, on n'arrivera pas à éviter certaines situations tragiques de gens qui ne sont pas en capacité de discuter de ça, qui ne sont pas en capacité d'entendre et qui vont se retrouver parfois dans des services d'urgence, dans des situations qui sont inévitables malgré toute l'anticipation. Et je pense que certains d'entre vous qui travaillent en équipe mobile de soins palliatifs ou autres ont des situations en tête où malgré l'intervention de l'équipe de soins de support ou de soins palliatifs, le patient n'est pas en mesure de faire ce cheminement et on se retrouve parfois dans des situations tragiques à cause de ça, même si la planification anticipée des soins a été essayée, quoi. Et donc, pour résumer un petit peu ce que je voulais vous dire, donc je pense qu'on utilise des outils de planification anticipée des soins, mais de manière insuffisante. Les directives anticipées ne sont pas beaucoup remplies et inadaptées. Clairement, les niveaux de soins dans les services, ça traduit pour moi qu'on a besoin d'une information. On a besoin de savoir si le patient doit aller en réanimation ou pas. On a besoin de savoir jusqu'où on va pour un patient. Et en fait, on a besoin que cette information elle soit présente à différents endroits du dossier, qu'elle soit partagée entre le médecin traitant, le médecin des urgences, le médecin oncologue. Et on a du mal à trouver une façon pertinente de la renseigner et qu'elle soit utile pour tout le monde. Je pense qu'en ça, la planification anticipée des soins pourrait nous aider. Mais ces choses qui existent traduisent vraiment, à mon avis, d'une nécessité qui, à l'heure actuelle, n'est pas suffisamment organisée. Et d'autant plus que, comme je vous le montrais au début, les limitations thérapeutiques sont désormais la règle. Et donc, c'est là-dessus et sur les discussions avec le patient qu'on va se baser pour décider de quoi faire. Je pense que c'est une compétence relationnelle qui s'apprend. Je pense vraiment que les discussions relatives à la fin de vie, c'est des choses qui peuvent s'entraîner par le biais de l'assimilation, par le biais d'un intérêt sur ces questions-là, mais c'est vraiment des choses qu'on peut travailler. Les compétences de communication, à mon avis, peuvent se travailler et s'améliorer. Une organisation qui se construit, comme je vous ai montré avec la dernière étude où ils ont essayé d'agir sur différents tableaux et avec des résultats mesurables. La plupart du temps, une augmentation du taux de remplissage, mais aussi dans certaines études, une diminution de l'agressivité des soins, une diminution de recours à des services d'urgence et des hospitalisations. Encore une fois, en se gardant bien de décider, nous, ce qui est le mieux pour les patients et d'essayer d'avoir ce qu'ils appellent des soins en accord avec les souhaits du patient. Et toute la question, c'est donc comment est-ce qu'on peut standardiser une pratique qui est censée répondre à des situations éminemment singulières. Donc, c'est un peu l'idée d'une médecine palliative personnalisée. Alors, je vais me remettre... je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais peut-être le garder, par contre. Comme ça, je peux vous montrer les choses. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Moi, j'ai juste une petite question en attendant d'autres questions éventuellement. Qui peut prendre en charge la planification des soins à domicile? Alors, tout le monde peut faire de la planification anticipée des soins, que ce soit le médecin traitant, l'oncologue. Dans les études que je vous ai montrées, il y a même une personne qui était juste formée, mais qui n'était pas du tout du milieu médical, qui pouvait faire ce travail-là. Et le fait de le faire de manière répétée et un peu structurée avait un bénéfice
en termes d'identification de ce qui était important pour le patient et de décision thérapeutique. Donc, n'importe qui peut le faire, c'est plutôt la manière dont on va le faire et la manière dont l'information est tracée et la façon dont on l'organise qui, à mon avis, est important. Et toute la difficulté est là, en fait, c'est qu'on voit bien que, par exemple, les directives anticipées, les patients sont informés qu'ils doivent le remettre dans le service d'hospitalisation, en donner une copie à leur médecin traitant, mais c'est une information qui n'est pas forcément facilement disponible et on manque un petit peu d'un élément commun pour avoir la traçabilité de ces informations-là. Peut-être que le DMP, avec la présence des directives anticipées là-dedans, sera utile, mais je pense que d'avoir un dossier médical électronique avec les informations, c'est quand même une façon d'écrire des choses un peu plus fluides, notamment sur le déroulé des consultations. On parlerait un peu à chaque fois de quelque chose qui renseignerait un peu mieux sur cette planification anticipée des soins un peu au fil de l'eau, quoi. Mais là, c'est vraiment une vision très hospitalo-centrée pour ma part, quoi, qui correspond à ma pratique. D'accord, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je vous propose, si nous n'avons pas d'autres questions ou remarques, de clôturer ce 20e webinaire. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre webinaire. Merci à tous. J'espère que ça vous a été profitable. Et Voilà. j'ai laissé mon adresse mail dans le topo si jamais vous avez des questions. Bonne journée à tous. Merci. Au Merci, revoir. au revoir.